ensemble, alors c'était prévu 2 heures, mais voilà, comme on n'est pas nombreux, ce sera peut-être un peu plus court parce qu'il y aura un peu moins de questions. J'avais prévu un temps de questions à la fin. Vous pouvez m'interrompre aussi pendant la présentation. Hein, voilà, il faut pas hésiter. Justement, on est un petit comité, donc on va en profiter pour pouvoir vraiment échanger et se poser toutes les questions qui nous traversent l'esprit. D'accord. Alors, on va parler aujourd'hui du cerveau et du cerveau face à l'information qui nous entoure, face à cette information qui nous abreuve au quotidien. Et nous allons regarder un petit peu comment réagit notre cerveau justement face à toute cette information dans un contexte particulier qui est le sujet de Ludovia, la citoyenneté numérique. Donc, on va commencer déjà par une mise en train qui va vous montrer un petit peu que notre cerveau nous joue des tours. Alors, vous connaissez peut-être cette illusion, mais je trouvais important de vous la redonner. Donc, on va regarder quelques minutes ce qui se passe ici. Donc, vous voyez une danseuse. Peut-être que certains la voient tourner dans un sens. Et peut-être que certains la voient tourner dans l'autre sens. Alors, dans quel sens elle tournait? Vous voulez qu'on remette? Gauche, droite? Ça y est, certains arrivent à la voir dans les deux sens. Alors, c'est vrai que... on peut la voir tourner dans les deux sens. Et c'est typiquement le problème de notre cerveau, c'est qu'il passe son temps à essayer de trouver du sens, à essayer de donner du sens à l'information qu'il perçoit et que celle-ci peut être interprétée selon les personnes qui reçoivent cette information. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va nous donner des pistes vers ce fameux traitement de l'information numérique que l'on peut avoir selon notre personnalité, selon qui nous sommes et selon notre histoire. Hein. Des vrais jumeaux, par exemple, n'ont pas forcément le même traitement de l'information. Ça va être, dépendre, notre pensée va dépendre aussi de notre origine sociale, de notre éducation, de nos expériences de vie. Donc, il y a à la fois une part de traitement générique de l'être humain, mais il y a également une interprétation humaine de la pensée humaine de par l'expérience que l'on a eue dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose que notre cerveau va faire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il va toujours aller chercher de l'information selon nos expériences, selon ce que l'on a vécu, selon notre éducation, selon nos connaissances. À notre insu, en quelque sorte. Donc, ce qui va ressortir de ça, c'est que on aura, nous, un sentiment de maîtrise. On aura un sentiment que tout est cohérent. On aura un sentiment que tout a du sens et qu'il n'y a pas de trous. Pourtant, notre cerveau, dès qu'il y a des trous dans l'information, des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, il va chercher à les remplir. Quoi qu'il arrive, notre cerveau cherche à remplir les trous. Vous avez peut-être déjà vu cette illusion d'optique où on a des cercles et au centre, ça fait un triangle. Pourtant, il n'y a aucun triangle de dessiné. Et notre cerveau va vous dire c'est un triangle. Donc, notre cerveau cherche à compléter sans arrêt l'information et nous joue des tours, nous tend des pièges. Donc ça, c'est extrêmement important de se dire que notre cerveau nous joue des tours et que sans arrêt, l'information que nous traitons et que nous semblons être la plus véridique, la plus vraie possible, est en fait qu'une interprétation de notre cerveau. Alors, dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, on va parler donc de citoyenneté numérique. Hein, donc la citoyenneté numérique, vous avez peut-être déjà eu depuis les quelques jours là de Ludovia une définition. Donc ça désigne le maniement, donc un maniement responsable, positif des technologies. Quand on partage, quand on crée des outils, quand on s'informe, quand on a des relations sociales, quand on recherche ou même quand on joue en ligne, quand on communique ou qu'on cherche à apprendre, donc savoir manier l'information, une participation active et responsable, donc empreinte de valeurs, des aptitudes, des attitudes et des connaissances sur le numérique,
mais aussi un engagement dans un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que là, il va y avoir cette envie d'aller apprendre et donc de traiter l'information en vue de s'enrichir soi-même. C'est l'apprentissage. Et alors cet apprentissage, il va donc dépendre de ce fameux traitement de notre cerveau. Donc dans cette perspective, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont pu paraître, notamment en 2016 sur les travaux de l'éducation à la citoyenneté numérique, avec le fameux guide de la citoyenneté numérique. 3 chapitres, bien-être, mes droits en ligne et être en ligne. Et à chaque fois, on voit que les chapitres incluent des thèmes en donnant des compétences numériques. Alors, un citoyen numérique, d'accord, il a des compétences, il est capable d'avoir des connaissances et des compétences numériques, certes, mais il doit participer, comme on l'a dit, de façon active et responsable auprès des communautés, et donc il doit exercer ce qu'on appelle l'esprit critique. Ce fameux esprit critique, c'est ce qu'on va rechercher et c'est ce qui ressort de toutes les compétences que l'on peut lire dans le guide. Alors, il ne suffit pas, en effet, de savoir ce qu'est un média, de se tenir au courant. Un citoyen numérique doit conserver un esprit critique lui permettant d'être utile dans sa communauté et d'être le plus proche possible de la vérité de l'information. Donc, un esprit critique face à l'information, mais un esprit critique face à l'outil qui nous sert à exercer cet esprit, c'est notre cerveau. Donc, être critique face à l'information, très bien, mais être critique aussi face à son cerveau. Et ça, voilà, il va falloir du coup connaître comment son cerveau fonctionne. Donc là, on en a eu une petite idée avec la danseuse. Vous avez vu qu'on pouvait avoir, ça peut nous jouer des tours. Donc, que faut-il savoir sur le cerveau qui traite l'information? Et c'est donc l'objet de mon intervention ce matin. Alors, si on regarde un petit peu d'un point de vue biologique, le cerveau va traiter une multitude d'informations grâce à des stimuli qui vont arriver par les organes sensoriels, qui vont donc être détectés par les organes. Et ces organes, quand ils ont émis l'information, tout arrive dans cette fameuse boîte crânienne. Et là, il se passe des choses assez fantastiques. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait passer aussi 2 heures rien que là-dessus. Mais on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe grossièrement pour bien comprendre. En fait, vous avez donc des stimuli qui arrivent, qui sont traités par les organes sensoriels. Il va y avoir une réponse donnée par les organes effecteurs grâce aux nerfs. Donc, une fois que le cerveau a traité l'information, c'est ce qu'on appelle l'intégration. L'information passe d'un neurone à un autre par les grandes jambes des neurones, qu'on appelle les axones, qui arrivent au bout par les dendrites, les synapses. Donc, ce sont des espaces d'information où l'information passe d'abord souvent de façon chimique, puis de façon électrique, puis de façon chimique d'un neurone à un autre. Donc ça, c'est le traitement de l'information. Alors, on sait que si on regarde le monde, on se dit que le monde est quand même assez complexe. Le monde est complexe, de plus en plus complexe. On a une perception, nous, qui nous semble parfaite, et pourtant, comme on l'a vu, on aura toujours une interprétation. Ce sera donc toujours imparfait. On a une illusion de complétude. Le cerveau, comme je vous le disais tout à l'heure, bouche des trous. Il va construire une connaissance, mais cette connaissance est illusoire. Elle va donner un sentiment de cohérence, de sens, mais ce n'est qu'une illusion. Alors, notre cerveau qui cherche du sens, c'est normal parce que notre cerveau va forcément vouloir qu'on soit actif dans le monde. C'est une question de survie. Et alors cette question de survie, elle nous guide quand même pas mal au quotidien, de même que notre attention elle-même est sélective. C'est-à-dire que là aussi, on a une attention qui est dirigée par cet élan de survie de notre cerveau. Notre cerveau est fait pour nous garder en vie. Tout le système de dopamine, du plaisir, etc. est relié à notre système de survie, puisque nous cherchons globalement ce qui nous permet de rester en vie.
Le plaisir est alimenté par ce qui nous maintient en vie, hein, le plaisir de bien manger, le plaisir de boire, le plaisir de dormir, le plaisir de se reproduire. Vous voyez, ça assure la survie de l'espèce. Donc, on a ça en nous. Quoi qu'il arrive, nous cherchons ce qui est plaisant pour assurer la survie de l'espèce. On cherche à apprendre aussi, c'est-à-dire qu'apprendre est une source de plaisir, c'est lié au système du plaisir de notre cerveau. Donc, apprendre est un besoin fondamental et si on n'y répond pas, on va avoir des signes de dépression. Donc, parce qu'on ne subvient pas à ce besoin naturel qui est celui d'apprendre pour assurer notre survie dans le monde. Alors, on le retrouve et donc dans l'attention, puisque quand on est attentif à quelque chose, parfois, vous allez dire ah mais tu es inattentif. Dans les classes, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les élèves sont inattentifs. Non, ils ne sont pas inattentifs. Ils sont attentifs à quelque chose qui n'est pas ce pourquoi le maître aimerait qu'il le soit. C'est-à-dire qu'ils sont attentifs à la mouche qui vole, le bruit du voisin. Ils sont attentifs au vent dans les arbres à l'extérieur. Il va être attentif peut-être à ce qu'il se passe dans sa propre pensée. Il va être attentif à toutes sortes de choses, sauf peut-être au problème de maths qui est affiché au tableau. Mais on va être attentif à ce qui nous maintient dans cet intérêt. Donc, on va être lié à l'intérêt, la motivation. C'est ce qui va permettre une attention de haut niveau. En revanche, on va avoir aussi un système qu'on appelle le système d'attention alerte. Et ce système d'attention alerte, c'est cette attention qui nous permet de garder, de rester en vie, qui nous permet d'être attiré vers un danger potentiel. Donc, on peut tout à fait imaginer en effet que dans une classe, quand quelque chose bouge, eh bien, on se tourne vers cette chose. Et ça, vous le retrouvez au quotidien, il y a toujours quelque chose, un bruit, un son, une image. Le cerveau est attiré par ce qui est saillant, le cerveau est attiré par ce qui fait du bruit, le cerveau est attiré par ce qui bouge, donc c'est extrêmement difficile d'éviter ce qu'on appelle les distracteurs. Et toutes ces informations qui nous traversent l'esprit vont être sans arrêt traitées par notre cerveau, qui lui va choisir le prioritaire. Il va choisir ce qui est le plus important. Et c'est pas nous. Nous, il va falloir qu'on fasse cet effort de recalibrer son attention sur autre chose. Et ça va demander un effort, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire le traitement de notre propre pensée, l'action sur notre propre pensée, ce qu'on appelle les actes métacognitifs. Alors, on peut faire un acte de métacognition quand on arrête cette attention alerte en disant « Oh là, oui, en effet, je suis attiré par la mouche qui vole, je vais revenir à mon travail de rédaction. » Mais parfois, c'est trop difficile. Et puis, parfois, on ne le voit pas. C'est-à-dire que votre attention s'en va, vous restez sur les automatismes et vous ne vous apercevez même pas que vous ne contrôlez plus rien. Ça peut vous arriver le soir quand vous lisez et vous êtes dans l'automatisation de la lecture, vous continuez de lire, c'est vrai, les mots défilent. Et puis vous arrivez au bas de votre livre, de votre chapitre, de votre page, et vous vous dites, mais en fait, j'ai rien lu, ça fait 10 minutes que je dors à moitié. Donc vous avez ce sentiment, votre cerveau vous donne le sentiment de cohérence, mais il est en mode automatique. Et il n'est plus en mode contrôle, esprit critique, métacognitif. Il est resté en mode automatique. Et alors ça, le cerveau, il adore. Il adore se mettre en mode automatique, surtout quand il est fatigué et qu'il n'a plus beaucoup d'énergie. Pourquoi? Toujours dans cet élan de survie, c'est-à-dire que notre cerveau, il va faire en sorte de garder toujours son énergie. 2 kilos, à peu près, c'est 1,5 kg, allez, moins de 2 kilos, vraiment moins de 2 kilos, le poids d'un melon, 20% de notre énergie. Vous voyez, 2% de notre poids, 1,5 kg, 20% de notre énergie. Donc on prend beaucoup d'énergie. Notre cerveau est vraiment un gros gourmand. Alors il a besoin de cette énergie, mais il fait en sorte et encore toujours dans cet esprit de survie, de la garder, cette énergie. On ne sait jamais si on est attaqué par une bête sauvage. Alors ça arrive moins de nos jours, mais il y a quelques années, c'était bien utile de garder son énergie pour courir et se retrouver vite fait dans sa grotte. Aujourd'hui, c'est moins le cas.
mais on garde quand même, d'un point de vue génétique, cette compétence, cette aptitude à conserver son énergie. Donc notre cerveau, vous voyez, va être assez imparfait dans l'information que l'on cherche à traiter. On peut être inattentif et ne pas s'en apercevoir, et puis on va percevoir l'information selon ce que nous sommes. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec la danseuse. Alors, notre cerveau, je vous disais, cherche à combler les trous, cherche à donner du sens. Et alors, on en a un exemple particulier, par exemple, avec l'histoire de la saignée. Vous savez, au XVIIe siècle, on cherchait à soigner les gens en faisant sortir le sang. Tout simplement, on se disait, les gens sont malades, la maladie est dans le corps, il faut faire sortir la maladie. Une façon possible, plausible de faire sortir cette maladie, eh bien, ça va être de faire saigner les gens et de faire sortir le sang et peut-être de faire sortir la maladie. Donc si la personne avait un problème dans le bras, on faisait une saignée dans le bras, on attendait quelques jours, on voyait si c'était réparé, si c'était pas réparé, on se disait peut-être que la maladie est dans la jambe, donc on allait saigner la personne dans la jambe, et puis au bout d'un moment, soit ça allait mieux, soit ça allait plus du tout, parce que maintenant on sait que plus moins on a de sang, moins on a de chances de s'en sortir. Mais vous voyez, c'est en fonction de nouvelles connaissances qu'on a pu réviser des hypothèses. On passe sa vie à faire des hypothèses. C'est-à-dire que ce que je vous dis là aujourd'hui, peut-être que dans 5-10 ans, ce ne sera plus tellement vrai. Hein, c'est le problème des sciences cognitives. On est vraiment à l'émergence des sciences cognitives aujourd'hui. Et ce que je vous dis là, ce que vous apprenez aujourd'hui sur les sciences de la cognition, seront peut-être revus dans quelques années. Donc, il faut qu'on garde aussi, nous, cet esprit critique face à l'information que nous recevons dans les universités ou dans nos lectures sur le sujet. Alors, donc on navigue toujours avec ces informations. Il y a toujours des trous dans ces informations. En fonction de notre histoire, on va toujours chercher à faire le lien entre ce que l'on voit, ce que je sais, ce que je suis. Et donc, on va essayer de créer une histoire. Hein. Notre cerveau nous conte des histoires. C'est vraiment ça. Il y a un ouvrage d'ailleurs que je vous donnerai en bibliographie de Monsieur Nakache, Lionel Nakache, sur le sujet, le cinéma du cerveau. Et donc, on a vraiment cette idée que tout ce qui se passe dans nos cerveaux est hyper cohérent, et donc vous avez toujours l'impression d'avoir raison, d'avoir, oui, ça y est, j'ai trouvé en fait ce qui se passe. Vous cherchez sans arrêt à expliquer les choses. On passe notre temps à expliquer parce que on cherche de la cohérence. Donc, on va créer des connaissances en fonction des hypothèses. Le cerveau va faire des hypothèses. Et on va reconstruire avec l'information qu'on nous donne. Alors, on peut en avoir des exemples avec cette information qui met en corrélation, vous voyez les deux courbes qui sont quand même bien corrélées, entre le nombre de noyades et les films et les apparitions de Nicolas Cage dans des films. Alors, vous allez dire, ça n'a rien à voir. Pourtant, regardez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter l'apparition de Nicolas Cage dans des films. Il faut arrêter de le diffuser. Parce que les gens se noient. Alors, vous avez des exemples comme ça, il y en a plein. Hein? Là, vous avez, par exemple, des cas de Covid par pays en fonction du nombre de McDonald's. Là, vous allez vous dire, ah oui, mais pourquoi pas là? Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait trouver une explication, à votre avis? Oui, non, c'est pas un fake pour le coup. Non, ce sont des vraies études. Donc, je vous en donne le troisième. Ici, vous avez le nombre de cas de polio avec le nombre de glaces vendues. Corrélation. Il faut arrêter de manger des glaces, sinon il y a le polio. Causalité. Voilà, la causalité. Donc, je vous remets les trois exemples. Voilà, la corrélation ici, une autre corrélation ici et une autre corrélation ici. La corrélation est-elle la causalité? À votre avis? Alors vous dites non. Vous avez un esprit éclairé, on peut l'espérer. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui. Oui, regardez, c'est évident. L'information me le montre. C'est prouvé.
Et c'est là-dessus qu'on fonde les fake news, sur ce genre de corrélation. Et il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, la recherche nous montre beaucoup de corrélations sans pour autant expliquer une causalité. Alors, on va passer notre temps à faire des hypothèses sur des corrélations. Mais parfois, les corrélations ne sont pas les bonnes. Ici, le cas de polio et du nombre de glaces, ça a fait polémique aux États-Unis. On a rappelé toutes les glaces. Plus personne ne pouvait manger de glace pendant plusieurs semaines. Il y a eu des recommandations, des médias se sont lancés dans l'information comme quoi il fallait arrêter de manger des glaces. On a vérifié les glaces, on a vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait absolument aucun germe dans les glaces. Alors, à votre avis, il y a ce qu'on appelle un facteur confondant qui est derrière tout ça. Quel est ce facteur confondant? Il y a un élément commun qui explique la hausse, par exemple, du cas de polio et la hausse des glaces. On mange des glaces quand on a la polio, ouais, ça pourrait. C'est l'été. Voilà, la chaleur. C'est la température. Donc, c'est donc la température, ce qu'on appelle un facteur confondant, qui est un élément commun et qui explique cette corrélation. Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Et on peut dire autrement, la carte n'est pas le territoire. La carte du monde, c'est pas le territoire réel dans lequel on vit. Vous avez souvent cette représentation, on a une représentation du monde qui n'est pas la réalité. Vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit le globe ou que ce soit la carte, le planisphère, on n'est pas dans la réalité de la représentation, une représentation fidèle de notre territoire, de nos terres. Et on passe sans arrêt à reconstituer les représentations du monde. Il y a toujours un écart entre le réel et ce que l'on en pense. Notre cerveau donc crée des modèles théoriques, on appelle des modèles théoriques implicites, des règles implicites sur comment fonctionne le monde. Notre cerveau développe des règles selon dont on pense que le monde fonctionne, selon nos hypothèses, en fonction des informations que l'on a traitées. Et en plus, vous avez vu que les informations pouvaient être traitées non seulement de façon différente chez deux personnes, exemple de la danseuse, mais en plus avec des erreurs de raisonnement fondées sur des relations, des corrélations qui ne sont pas des causes. Donc, ce raisonnement, en fait, nous joue des tours sans arrêt. Alors, si on regarde maintenant un petit peu du côté du raisonnement de l'être humain, on a deux grands, on pourrait rentrer dans les détails et aller au-delà, mais on a deux grandes façons de raisonner. Le raisonnement déductif, où on va, ce qu'on appelle éliminer la disjonction. La conclusion découle nécessairement des informations préalables. Exemple avec le Cluedo ou le jeu Qui est-ce? Vous êtes là dans un raisonnement déductif. Et puis, il existe le raisonnement inductif, où la conclusion découle probablement des informations préalables. C'est-à-dire que là, on va introduire la notion de probabilité. Notre cerveau fait des probas. Donc, c'est le cas des enfants qui apprennent à parler. Ça va être où vous voyez ces enfants qui font parfois des erreurs. Au lieu de dire j'ai pris, j'ai prendu. Parce que c'est probable, au regard du fonctionnement de la langue française, qu'un verbe se construise sous la forme du « u » au participe passé. Donc, ce raisonnement, on l'a aussi chez les détectives, à la police, où on va avoir un raisonnement inductif. Et puis, chez le médecin, vous allez avoir une hypothèse au regard des symptômes. C'est probablement, au regard de la clinique générale, des symptômes couramment observer que tu aies cette maladie. Ça va? Alors, ces grands raisonnements sont définis comme une norme. L'être humain s'est toujours intéressé à la façon dont justement il raisonnait, parce que c'est quand même un mystère. On est doté de grandes facultés cognitives comme le langage, et le raisonnement, c'est une faculté cognitive que l'on a et on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Donc on essaye de donner des hypothèses, on les catégorise, donc c'est pour ça que je vous ai donné deux grandes catégories, déduction, induction.
Et donc, on a plusieurs chercheurs qui ont toujours essayé d'approcher ce qu'étaient ces règles de raisonnement. Alors, un grand chercheur que vous connaissez qui a étudié le premier raisonnement, Piaget. Piaget, qu'on connaît aujourd'hui, qui a cherché le fonctionnement, mais qui l'a cherché de façon empirique sur les enfants, par l'observation, notamment ses enfants, les siens. Et il a déterminé qu'on pouvait acquérir une logique formelle qui permettait de structurer sa pensée par stade. Il nous a bien dit, ok, à partir d'un certain moment, les enfants vont accéder à la logique. Et c'est vers, 6-7 ans. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus vrai, et notamment grâce aux travaux d'Olivier Houdet, on a pu démontrer qu'il y avait des systèmes, des stratégies qui se mettaient en place dès la naissance, qui devaient être choisis par le cerveau, et qu'on avait plusieurs types de raisonnement. Mais entre Piaget et Houdet, il y en a plusieurs qui sont passés et qui ont contribué à la prise d'hypothèse des chercheurs actuels, leur permettant d'accéder à ces connaissances. Alors, il y a notamment un chercheur qu'on appelle Peter Wesen, qui est né qui est décédé il y a pas très très longtemps, en 2003, donc ça reste récent, mais il a fait ses travaux dans les années 60. Et vous voyez que sur sa pierre tombale, on a 4 cartes avec des lettres A, D, 4, 7. Et on voit qu'il y est écrit pionnier de la psychologie qui a transformé l'étude du cerveau humain, et enfin du raisonnement humain. Alors en effet, cet homme a transformé l'étude du développement, il a inventé ce qu'on appelle la tâche de sélection. Alors on va la faire, la tâche de sélection. Donc vous voyez ici 4 cartes. Pour chaque carte, il y a une lettre. Et de l'autre côté de la carte, il y a un chiffre. D'accord? Donc, vous avez un A, de l'autre côté, il y a un chiffre. Vous avez un D, de l'autre côté, il y a un chiffre. Vous avez un 4, de l'autre côté, il y a une lettre. Et vous avez un 7, de l'autre côté, il y a une lettre. D'accord? Chiffre, lettre, chiffre, lettre. OK? Je vais vous donner une règle qui peut être vraie ou qui peut être fausse. Ah, c'est... D'accord. Si, vous êtes prêts pour la règle? Si, alors il ne faut pas que je me trompe, je la lis parce qu'à chaque fois, s'il y a un A sur une face, il y a un 4 sur l'autre. Laquelle ou lesquelles de ces 4 cartes est-il nécessaire de retourner pour décider si la règle est vraie ou fausse? Vous avez le droit de retourner une ou 2 cartes, à votre avis, lesquelles ou laquelle, pour décider si la règle est vraie ou fausse. Je rappelle la règle, s'il y a un A sur une face, il y a un 4 sur l'autre. Voilà, donc pour toi, A et 4. Ouais. Donc pour vous, est-ce qu'il faut qu'on retourne le A? Pour toi, non. Pour vous, oui. Non, c'est moitié-moitié. Alors pourquoi pas retourner le A? Tu vas vérifier s'il y a le 4. Voilà, là vous commencez à vous dire, ouais, mais si les autres, ça va pas vérifier. La réponse la plus donnée, c'est A et 4. Et je vois qu'il y a des esprits un peu plus poussés là. La bonne réponse, c'est 4 et 7. Alors, 10% des réponses, en général, c'est assez peu. C'est A et 7, pardon. A et 7, j'ai dit 4. A et 7. Si on retourne A, si on n'a pas de 4 derrière, la règle est fausse. Ça nous donne une bonne info. Donc oui, si c'est ça, la règle est vraie. Si c'est pas ça, la règle, ça nous donne donc une bonne info. Ça peut être vrai ou faux. Donc on peut l'affirmer. Si c'est faux, voilà, la règle est fausse et c'est fini. Si c'est D,
Imaginons que derrière le D, on ait un 6 ou même un 4. Ça ne nous dit rien de la règle. Ça ne nous dit pas que s'il y a un A, puisque l'information porte sur la carte A. Hein? Si on retourne le 4 et qu'on a un A, ça nous dit oui, c'est vrai, mais imaginons qu'on ait une autre lettre, comme un B, ça ne nous dit rien du tout. Si en revanche on tourne le 7 et qu'on a un B, ok, mais il faut chercher à voir si on n'a pas de A. Et si on a un A, ça infirme la règle. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un biais de raisonnement. Et là, on va rentrer dans cette explication des biais de raisonnement. Les biais de raisonnement, ça va être notre cerveau qui va faire des choix, toujours cette hypothèse, cette idée d'hypothèse, qui va aller porter un choix en fonction de la caractéristique de notre cerveau, qui est plutôt moins j'en fais, mieux je me porte, et qui est j'aime bien confirmer ce que je sais déjà, parce que ça ne me demande pas trop d'énergie. Donc ces biais, un biais, c'est cette tendance à traiter systématiquement l'information en cherchant une interprétation qui est cohérente. Et là, ce biais de raisonnement qu'on a vu là avec les cartes, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, on va chercher à interpréter l'information en fonction de nos croyances préexistantes. Ce qui existe déjà nous rassure et va venir expliquer ce que l'on voit. Donc je vous disais tout à l'heure, on voit le monde tel que nous sommes. Ça, c'est extrêmement important pour appréhender cette idée d'esprit critique. Et c'est pour ça que le monde n'est pas toujours d'accord. C'est parce qu'on est tellement ancré sur notre propre représentation qu'on va aller se pouiller avec tout le monde. Plus une info est incertaine, plus elle est floue, plus on va lui attribuer le sens que l'on veut. Regardez l'exemple du Covid. Tout le monde y est allé de ses interprétations. C'est parti dans tous les sens. Personne n'était d'accord, tout le monde y allait avec ses certitudes, et y allait avec ces fameux schémas qui montraient des corrélations. Notre cerveau donc nous conte des histoires, ce fameux cinéma intérieur. On raisonne selon ce qu'on appelle des hypothèses, des heuristiques, des prédictions que fait notre cerveau. Et notre cerveau adore donner une réponse la plus plausible possible, mais surtout la plus rapide possible, parce que c'est celle qui va dépenser le moins d'énergie. Je vais vous mettre un petit problème là sur la diapo d'après. Vous allez devoir essayer de répondre le plus vite possible. L'idée qui vous vient, d'accord ? La réponse qui vous vient. Je vois que Gino rigole, il sait déjà ce que je vais montrer. Alors, vite. Vous savez qu'il y a un piège, donc vous ne voulez pas répondre. Alors, merci quand même, dites-le moi, parce que sinon ça plombe le truc. Donc, on a envie de dire 6, oui. Bah oui. Eh oui, 30 plus 6, on reconnaît une situation hyper ordinaire du monde, la plus probable, celle qui vient le plus souvent, la récurrence de ce type de problème est énorme dans le monde. Et vous voyez qu'on va forcément réagir, raisonner en fonction des récurrences du monde. Vous pouvez retrouver ces récurrences en orthographe. Un enfant qui écrit « je les mange », mange avec un S, récurrence, un déterminant au pluriel, le mot d'après, paf, il se prend un S. Ah ouais, mais sauf que parfois ça marche pas. Et c'est ça, faire preuve d'inhibition, s'arrêter à une attention trompeuse, à une attention qui nous a joué un tour. Et là, on a été attentif, on a bien lu la consigne, on a bien vu que c'était 36, que c'était 30, on a vu une idée de tout, c'est AE2, donc c'est un tout, ok, il y a 30, 6, ok. Sauf que quand vous raisonnez, ça marche plus tellement, et on se retrouve avec une sorte de mise en équation rapide, là, où on a un tout qui fait 36, c'est-à-dire que si
Nina a 30 ans, Nati, pardon, a 30 ans de plus que Reva, forcément, Nina, c'est l'âge de Reva plus 30. Donc, N, c'est R plus 30. Ce qui nous revient à 2R égale plus 30 égale 36. Donc, 2R 6 et R 3. Donc, elle a 3 ans. Je peux vous assurer que quand je montre ça à des étudiants ou quand je montre ça même à des adultes en formation, certains me disent « Attends, je vais prendre la photo, je vais le faire ce soir chez moi à tête reposée parce que je ne comprends pas. » Et que c'est difficile pour moi de l'imaginer. Donc ça met en exergue ce qu'on appelle les deux systèmes de Daniel Kahneman, qui a lancé un programme de recherche il y a quelques années, dans les années 70, sur les biais de raisonnement. Et il a mis en exergue le fait que nous ayons deux systèmes. Un système rapide, qui va vite, qui résonne et qui est même parfois inconscient. C'est-à-dire que c'est ce sentiment, cette intuition d'avoir la bonne réponse, où vous voyez le chiffre arriver, où vous voyez l'info qui arrive. Votre cerveau a très rapidement fait le lien entre les fameux neurones qu'on a vus tout à l'heure. Hop, il a mis en lien des informations et c'est l'information qui vous vient. Système rapide, inconscient, qui est automatique. Vous avez vu, réponse automatique. C'est ce qui nous arrive quand on prend des décisions journalières, mais qui est sujet aux erreurs. Situation journalière, vous faites la queue au supermarché, vous êtes pressé de rentrer chez vous, vous avez vos courses, et puis vous allez choisir une queue à la caisse. Et là, vous allez aller à la caisse où il y a le moins de monde. Tout le monde fait ça. On va chercher et puis on se met, on est content, on est là, on a l'impression, on est très malin, on se dit tous les autres, pourquoi ils sont pas là, etc. Et puis on se rend compte en fait que c'est marrant, mais à côté ils vont plus vite. Et puis on voit là la dame qui était très très loin derrière nous passer avant nous et payer et s'en aller du magasin, alors que nous on est encore là plantés comme une petite plante verte devant notre caissière et puis ou caissier. Et on se retrouve à se dire là qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu une pensée système 1, automatique, décision journalière, qui s'appuie sur la régularité du monde, que quand il n'y a pas grand monde et que quand la queue est courte, c'est rapide. Et c'est vrai, c'est une récurrence d'un raisonnement le plus courant. Mais ce n'est pas faire cas, peut-être que la caissière ou le caissier débute. Ce n'est pas faire cas de savoir si la dame devant vous paye en chèque ou si elle va devoir compter ses sous. Et c'est oublier la taille du panier des personnes. Savoir si elle a des vêtements et qu'il va falloir enlever les antivols un à un. Voilà, beaucoup de paramètres que n'a pas pris en compte le système 1 et que prendrait en compte le système 2. Le système 2, lui, va être lent, il va raisonner, il va être conscient, il va demander un effort, en effet, celui d'aller regarder le contenu du panier, l'âge peut-être du caissier ou de la caissière, regardez un peu le profil des personnes qui sont devant vous pour analyser si elles vont payer en carte ou plutôt en espèces ou en chèque. Et ça va être une décision complexe, puisqu'il faut prendre en compte plusieurs informations. Mais c'est une décision qui va être beaucoup plus fiable. Et vous l'avez vu avec le problème, système 1, 6, système 2, 3. C'est fiable. Donc, ces problèmes-là, on en a, c'est ce qu'on appelle donc des biais, des heuristiques, des biais des heuristiques. On en a plein. Voilà, je vous mets un autre. Alors ça, c'est pas un problème, c'est une interprétation. Bill a 34 ans, il est plutôt intelligent, ponctuel, sans imagination, un peu inerte. Bon, c'est une traduction de l'anglais, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarrement dit. À l'école, il était fort en mathématiques, mais faible en sciences humaines. Laquelle des affirmations suivantes est la plus probable? Bill joue dans un groupe de rock pour le plaisir, ou Bill est comptable et joue dans un groupe de rock pour le plaisir. Alors, à votre avis, A ou B? Vous diriez plutôt A ou B, comme ça, spontanément? B, ben voilà, paf. 90% des gens disent B. Pourtant, d'un point de vue stat, il y a 5% de chance pour A et 5% de chance pour B. Si on met les deux, donc B, c'est-à-dire que B a 5% qui joue dans un groupe de rock et 5% pour qu'il soit comptable, d'accord?
Donc la probabilité des deux réunis, on tombe à peu près à 4,5% pour les deux. Vous voyez, c'est pas possible. En fait, si vous multipliez les infos, vous tombez dans une probabilité moindre que si vous en aviez choisi qu'une. Pourtant, on va en mettre plus, parce que si je leur mets plus, j'ai plus de chances. Eh ben non. Vous voyez, notre cerveau passe sa vie à nous donner une interprétation du monde fondée sur ce qu'on appelle les biais de raisonnement. Alors, les biais de raisonnement, on en a plusieurs. Hein. On va en voir quelques exemples. Je vous en mets un autre. Un psychologue a rédigé des descriptions succinctes d'un échantillon de 1000 participants, composé cet échantillon de 995 femmes et 5 hommes. La description ci-dessous a été choisie au hasard parmi les 1000 descriptions disponibles. Joe a 23 ans et termine un diplôme d'ingénieur. Le vendredi soir, Joe aime sortir en croisière avec ses amis en écoutant de la musique forte et en buvant de la bière. Laquelle de ces deux affirmations est la plus probable? Joe est un homme ou une femme? Alors, A ou B? Homme, voilà. Hein. C'est ce qu'on appelle le biais de représentativité. C'est-à-dire que homme, bière, il parle fort, enfin bon, voilà. On a tout le stéréotype. Hein. Pourtant, Joe, c'est un prénom féminin, et ça pourrait être tout à fait une femme. Des femmes qui boivent de la bière et qui parlent fort, on en connaît tout. Hein. Voilà, donc ces biais de raisonnement, on reviendra un peu plus tard, mais juste pour vous expliquer que nos capacités de raisonnement sont toujours limitées par ces fameux biais de raisonnement. Il y en existe pléthore, donc on ne va pas tous les lister, et je vous invite à, si ça vous intéresse, à aller regarder un petit peu sur Internet, vous trouverez, hein, il suffit de taper biais de raisonnement, et vous trouverez des descriptions de chacun d'eux. Alors, nos capacités, je vous disais tout à l'heure, nos capacités donc sont limitées, notre attention est limitée. Il y a ce qu'on appelle une autre fonction cognitive qui est limitée, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, vous savez, c'est cette capacité à traiter des informations dans sa tête. Je vous donne un problème, vous mettez les informations en lien pour traiter l'information et la résoudre le problème. Alors, cette mémoire de travail, elle est heureusement, hein, on dit souvent, vous savez, on a un empan de 6, 7 informations en même temps, c'est un numéro de téléphone ou une date, voilà. Et on ne peut pas gérer plus d'informations dans notre tête. Alors, c'est plus ou moins vrai, 6 ou 7. Hein. Chez les enfants, on est plutôt du 4. Chez les tout petits, on va être à 2, 3. Et en fonction de nos capacités cognitives, notre capacité à traiter l'information, la rapidité de la gaine de myéline qu'on a autour de nos neurones, on va être pas forcément tous à 6 ou 7. Hein. 7, c'est plutôt la fourchette haute des êtres humains. Il y en a qui vont jusque 9, hein, mais bon, voilà, en général, on est en 6 ou 7. Donc, la mémoire de travail, elle va être contrainte à ce que l'information est. Et une façon habile pour le cerveau de contourner cette mémoire de travail qui est fragile, c'est d'automatiser. Et le cerveau, ça, il a bien compris. Il sait que pour pouvoir être rapide, pour pouvoir rapidement traiter l'information, il faut qu'il automatise certaines choses. Et c'est ce que les enseignants ne savent que trop bien, en disant « Apprenez vos tables de multiplication, vous pourrez résoudre plus facilement l'algorithme de la division. » Automatiser sert à soulager la mémoire de travail. Et on le voit bien. Là, vous avez tout à l'heure automatisé un fait numérique. 30 et 6, c'est facile comme fait numérique. Je vous aurais dit 472 et 25, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais comme votre cerveau a vu un fait numérique, il est tombé dans le piège de l'automatisme, du fait numérique qui est bien ancré maintenant chez vous. Et ça, on le voit, on a vu l'automatisme du S après un mot qui désigne un pluriel. On tombe sans arrêt dans des automatismes et dans des pièges. La queue au supermarché, c'est la même chose, c'est un automatisme. Alors, la queue au supermarché, on n'a pas de mémoire de travail, donc on tombe encore plus facilement dedans. Mais quand on a une mémoire de travail, le cerveau va essayer de garder en tête ce qu'il faut traiter et convoquer le plus d'automatisme possible pour ne pas être surchargé, pour pouvoir résoudre le problème.
Donc ça, c'est complètement inconscient, hein. Il n'y a pas d'intention à contourner le raisonnement. C'est juste que notre cerveau nous donne l'automatisme qu'il a en stock. Il nous le donne. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi il nous le donne, pourquoi le système 1 et le système 2 se mettent en route. Est-ce qu'ils partent en même temps? Est-ce que le 1 démarre et c'est le 2 qui prend le relais? Voilà. À quel moment ça s'équilibre ou est-ce que ça s'équilibre pas? On sait maintenant par l'imagerie que plus la question demande de l'effort, plus le système 2 est activé. Et on sait maintenant que plus le système 2 est activé, plus le système 1 se désactive. Donc ça se voit. Le système 2, celui du raisonnement intense qui inhibe le système 1, on le voit vraiment dans le cortex orbitofrontal, là, juste derrière notre front. Mais la question reste quand même encore d'actualité dans le monde de la recherche des sciences cognitives. On ne sait pas trop à quel moment il y en a un qui part, l'autre qui part pas, etc. Donc, il y a des chercheurs, hein, notamment Wim de Nys, qui travaillent sur ce système 2 et qui cherchent à savoir quand est-ce que le système 1 s'arrête, quand est-ce que le système 2 prend le relais. Est-ce qu'ils partent en même temps ou pas? Donc ça, c'est pas encore très très clair et il y a encore beaucoup de débats dans le monde scientifique à ce sujet. On a donné, donc ce chercheur-là que j'évoquais précédemment a essayé de donner un exercice. Il a demandé à un panel de personnes de donner une réponse intuitive à une question. C'est-à-dire qu'il leur a donné très très peu de temps et en plus ils étaient parasités par d'autres informations, ce qui les empêchait de réfléchir. Et on leur a demandé de donner une réponse intuitive à un problème très simple du style de l'âge tout à l'heure. Ils ont donné leur réponse intuitive et après on leur a redonné le problème dans un calme le plus total avec la possibilité de prendre le temps qu'ils voulaient pour réfléchir. Et on en a fait plein comme ça des problèmes et on s'est aperçu souvent que la réponse intuitive était la bonne. C'est-à-dire qu'on aurait quand même un peu cette idée que le système 1 et le système 2 partent en même temps. Qu'est-ce qui fait que le système 2 se mettent en marche et prennent la main sur le système 1? Eh bien, il y aurait cette idée que le système 1 et le système 2 partent en même temps, se mettent en conflit, et à ce moment-là, grâce au doute, grâce à cette envie d'esprit critique, grâce à des connaissances déjà acquises sur le sujet, soit le système 2 qui prenne le relais. C'est le fameux travail qu'a fait après Houdet sur l'inhibition. Avec cette idée que donc le système 2 se met en route quand le doute, la curiosité ou l'anticipation du regret vient parasiter ces deux systèmes qui sont partis en même temps et disent système 1 tu t'arrêtes, système 2 tu te mets en route. Donc aujourd'hui, Olivier Houdet, hein, qui est académicien aujourd'hui, propose donc cette théorie de l'intelligence fondée sur l'inhibition des biais cognitifs, une inhibition qui nous permet d'être le plus critique possible. Donc là, je vous ai remis son système, où vous avez le système 1, ici, le système 2, ici. Le système 1, crédibilité, crédulité, fake news, infox, etc. Les automatismes, et on tombe dedans, la corrélation, la glace et la polio. L'inhibition qui va développer l'esprit critique et la vérification de la validité logique, c'est le système 2. Et ce système 3, il ne peut se mettre en route que si vous avez l'habitude du doute, l'habitude d'un esprit critique et d'être curieux et d'aller chercher la véracité, et une sorte d'empathie et d'anticipation du regret. Qu'est-ce que ça nous donne comme information fondamentale dans l'objectif d'une citoyenneté numérique? Eh ben voilà, l'apprentissage du doute. Ce que fait Facebook, hein, avec avant de relayer une information, vérifier qui l'a dit, d'où elle vient, etc. Il y a 10 recommandations. Hein, Facebook avait fait ce travail-là. Mais il faut développer l'esprit de doute. Il faut développer des connaissances qui ont montré la non-causalité de corrélation. Le fait
de multiplier les expériences où on voit qu'on a démontré des choses fausses, amène les enfants, amène les êtres humains à développer cette aptitude au doute, à la critique face aux informations. Et la théorie du complot, il joue aussi sur le doute, non? Sans le contraire. Et ben, la théorie du complot, en fait, c'est ça, il joue sur les biais cognitifs, en fait. Et comme après, c'est relayé par des algorithmes de dingue dans les réseaux sociaux, vous avez toujours l'impression de retomber dans ce biais de confirmation. C'est le biais de confirmation, c'est qu'on est toujours, on va toujours choisir ce qui ressemble à une information que l'on connaissait déjà. Et donc, on peut passer par les 3 fuites de Socrate. Oui. Vérifier l'info. Il y a plein de techniques, voilà, qui permettent de douter, de développer son esprit critique. Mais encore faut-il le savoir que ça existe. Donc, pour développer le système 3, pour développer l'inhibition, il faut développer le doute chez les élèves, la curiosité, l'envie de savoir et cette curiosité de se dire « oh, mais l'autre fois j'ai vu un truc où la corrélation ne mettait pas en exergue la causalité ». C'est formidable de voir ça chez les enfants. Et là, du coup, on leur montre, on crée cette idée de curiosité. Et l'anticipation du regret. C'est grâce à l'anticipation du regret, donc un développement de l'empathie à l'école qui permettra de développer l'esprit critique. Si je sais que ce que je vais dire ou relayer va faire du mal, je vais réfléchir et mettre en place mon système d'esprit critique. Donc voilà, parfois on peut se dire « ah, l'empathie et l'inhibition cognitive, ça n'a rien à voir ». Bah si. Oui. L'anticipation du regret, ce serait que le développement de l'empathie, parce que non. Le regret, c'est se dire, si je ne choisis pas, c'est un peu choisir, c'est renoncer. Et du coup, si on fait un choix, on abandonne les autres. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est plutôt un problème, parce que ça limite l'action que le choix. Tout à fait. Alors voilà, ça met en place aussi le stress, mais l'anticipation du regret, c'est pas forcément que sur les autres et l'empathie et les relations psychologiques humaines. C'est aussi regretter l'absence d'un choix. Et ce choix, comme tu l'as très justement dit, choisir, c'est renoncer. Et on sait que ça, faire un choix, ça va être forcément téléguidé par l'émotion. Donc là aussi, on a des biais, c'est-à-dire que la prise de décision est toujours régulée par thalamus et amygdale. Donc je vous disais que tout à l'heure, ça se passait là, la prise de décision, dans le cortex orbitofrontal. Sauf que plusieurs expériences ont montré que l'information, on la prend en fonction d'une activation préalable de l'amygdale, du thalamus en fait. C'est comme si ce qu'il y avait au cœur de notre cerveau, le thalamus, c'est ce qu'on appelle le système limbique, était toujours questionné avant de prendre une décision. Et donc connaître, et tu as raison, l'anticipation du regret, c'est aussi connaître le rôle des émotions dans la prise de décision. C'est un biais, en fait. C'est mon émotion va forcément générer un choix. Regardez si vous avez des films à choisir. Vous êtes sur Netflix et vous voulez choisir un film. Vous allez choisir le film. Ah, ça, cette histoire, elle a l'air bien. Et puis tout d'un coup, vous voyez que dans ce film-là joue un acteur que vous n'avez pas aimé parce que vous avez vu un film où il y avait cet acteur. Pour autant, il a peut-être un rôle tout à fait différent. Eh bien, vous n'allez pas regarder ce film parce que votre émotion vous guide et vous donne un sentiment de non, ça ne doit pas être terrible. Regardez quand vous faites les choix sur Netflix, vous lisez les petits synopsis là. Ça ne dit rien du film. Parce que l'histoire, parce que la thématique ne vous dit rien. Et pourtant, c'est un film magnifique. Moi, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Oppenheimer, par exemple, j'ai pas voulu le voir. Et ben, j'ai fini par le regarder parce que tout le monde me disait mais si. Pourtant, à chaque fois que j'allais dessus, je me disais non, je veux pas le regarder. Et voilà, j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc voilà, on est sans arrêt. En fait, et les élèves, c'est pareil en classe. Ah non, et puis en fait, c'est bien. Donc on est toujours parasité par ce système limbique qui va venir guider nos choix, nos décisions. Donc l'anticipation du regret, elle se fait en fonction du développement de l'empathie, d'un point de vue impact psychologique, mais ça se fait aussi d'un point de vue connaissance de soi et connaissance de son cerveau, en développant des connaissances métacognitives sur le rôle des émotions dans la prise de décision.
Alors, ces intuitions, là, voilà, j'insiste lourdement, vous avez un système automatique et un système manuel de voiture, et on voit que nos intuitions logiques naissent de nos expériences antérieures et de nos expériences antérieures qui ont été notamment automatisées. Vous avez cet exemple quand vous prenez une voiture, si vous passez d'une automatique à une manuelle ou inversement, en général, au début, ça fait un peu de bruit, ça craque, parce que vous avez mis en place des automatismes qui ne correspondent pas au réel. Donc, je disais, nos informations sont sans arrêt, nos capacités de raisonnement, de traitement de l'information sont sans arrêt déroutées. Et on va arriver au rôle des émotions. C'est parfait, ça me fera une bonne transition. On a dit l'attention, la mémoire de travail nous joue des tours, notre raisonnement n'est pas toujours le bon, et nos émotions, quatrième point qui va venir nous perturber, c'est que les émotions nous aident à faire des choix grâce à Antonio Damasio, qui a fait ses recherches. Notre cortex préfrontal est relié vraiment à cette amygdale, à ce système limbique qui va générer des représentations fugaces, ce sentiment agréable ou ce sentiment désagréable qu'on a parfois. Vous savez, vous voyez quelque chose et puis ça vous procure quelque chose d'agréable ou désagréable. Les fumeurs parfois l'ont quand ils voient quelque chose qui représente un paquet de cigarettes ou la forme d'une cigarette, il y a un sentiment agréable qui traverse l'esprit. Voilà, votre information a été traitée, c'est votre amygdale qui parle. Donc ça, les travaux nous ont montré que voilà, dans cette amygdale, au cœur de notre cerveau, le cortex préfrontal qui prend des décisions va toujours aller questionner l'amygdale. Et nos choix vont être toujours déroutés par cette amygdale qui va venir nous donner des informations pas toujours bonnes. Alors, il y a eu des études qui ont été faites autour du comportement et des choix risqués qui étaient faits par des individus. Alors, on va faire je vais vous expliquer un petit peu le jeu, le test. Ce test, vous avez 4 paquets de cartes et le but, c'est de gagner le plus d'argent possible. 2 tas, il y a un tas A et un tas B qui sont attractifs. Ces tas donnent beaucoup d'argent. Le tas C et D vont donner moins d'argent, in fine. C'est-à-dire que quand on pioche dans A et B, on va gagner. Mais quand on pioche dans C et D, in fine, au bout d'un certain temps, on va finir par perdre. Ça va? Non, c'est pas très clair. Si? Non. Vous avez 4 tas de cartes, d'accord? Dans ces cartes, il y a de l'argent dedans. Vous piochez une carte plus, je sais pas, moi 1000 francs. Ok, très bien, j'ai 1000 francs. Vous piochez encore dans le tas A, puisque vous avez eu une impression agréable. Vous dites, oh, ce tas-là me donne beaucoup d'argent. Je pioche une autre carte dans A. Oh, ok, encore 1000 francs. Super, allez, 2000, 3000, 50 000. Et puis tout d'un coup, la 10e ou 12e carte, moins 100 000. Ah mince, j'ai tout perdu. Voilà. C'est-à-dire que dans ces cartes, toutes les 10 cartes, vous avez un gain net de 1000, mais des pertes de 1500. Donc vous perdez plus que ce que vous avez gagné. Mais le sentiment de gain est plus fort ici. Sentiment. Ici, c'est l'inverse. Vous gagnez petit, mais vous perdez peu. Vous me voyez venir dans les jeux d'argent, dans les jeux de sentiments que là, où est-ce que la drogue? C'est-à-dire que le côté agréable est sympa, mais quand j'ai une descente, c'est particulièrement dur. Mais c'est pas grave, j'y retourne. Alors, vous allez avoir des patients sains c'est-à-dire qui n'ont pas de problème d'amygdale, qui vont s'orienter et qui ne vont pas réussir à expliquer pourquoi. C'est-à-dire que le jeu est assez complexe. Vous voyez déjà la consigne, on a mis du temps à l'expliquer. Ils peuvent piocher dans tous les 4 tas. Les 4 tas n'ont pas de couleur. Ils sont posés de façon vraiment aléatoire. Et on peut juste piocher. Il faut piocher. Donc, vous voyez, sur les 4, les informations sont diffuses. Et on remarque chez les patients sains, sans savoir expliquer pourquoi, mais ils préfèrent rester dans les gains bleus. Alors que les patients
non sains, c'est-à-dire qui ont des problèmes de cortex orbitofrontal, de raisonnement, vont aller piocher dans les tas roses. Donc il y a en fait une sorte de concurrence inconsciente qui se joue entre le plaisir et la raison. Plus vous allez avoir un cerveau sain, plus votre amygdale va vous dire quand tu perds beaucoup, quand tu perds peu, et on va voir que les gens qui ont un cerveau sain s'orientent vers ce qui est raisonnable, sans le savoir. C'est-à-dire que c'est pas forcément le cortex orbitofrontal qui agit, c'est déjà l'amygdale qui a dit là, tu perds trop. C'est ce qu'on appelle l'émotion de l'aversion de la perte. Le cerveau déteste perdre. On est plus enclin à résoudre des problèmes où il faut gagner que des problèmes où il faut perdre. Et c'est pour ça que le fameux problème 2+, où il y a des 2+, faire une soustraction, on y va moins. Parce que notre cerveau est conditionné plutôt pour aller vers le gain que la perte. Et ce biais de raisonnement de l'aversion de la perte, c'est quelque chose qui guide nos choix. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Et faire un choix où il faut perdre quelque chose, c'est toujours difficile. Déménager, je perds ma maison. Changer de voiture, je perds mes habitudes dans ma voiture. Je l'aimais bien, ma petite voiture. Faire des choix de vie importants. Perdre son conjoint, divorcer. On perd. On sait qu'on n'est pas heureux, on sait que ça va pas, on sait qu'il faut changer, mais j'y vais pas. Ça guide énormément nos choix, en fait. L'aversion de la perte. C'est ça, c'est donc un biais. C'est donc un biais. Donc ça veut dire que quand tu as un cerveau qui est pas sain, tu peux donc faire des choix, mais qui ne vont pas réguler pour autant tous les choix de ta vie. C'est-à-dire que... Ouais, vas-y, je te laisse terminer. Non, pas sain dans le sens où il y a le cortex ou l'amygdale sont abîmés. Oui, excuse-moi, au point de vue biologique. Oui, c'est pas d'un point de vue il est bien, pas bien. Non, c'est ça, c'est bio. Tout à fait. Physique, tout à fait. Donc après, les participants arrivent à comprendre et voient bien que leur raisonnement que leur amygdale a pris le relais en fait. Et ça, ce test-là, il marche moins bien chez les adolescents et les enfants, où on va être très... les adolescents, vous savez que le système limbique est particulièrement bien alimenté par les hormones à l'adolescence, et donc le système limbique est en pleine éruption volcanique et les décisions vont être extrêmement déterminées par le système limbique, l'amygdale. Parce que vous savez que le cerveau se développe de l'arrière à l'avant. Il met 25 ans pour se développer, donc vous allez avoir le début à l'arrière, vers 25 ans, ça c'est enfin à peu près prêt. Mais vous voyez que même adulte, le 30-36, c'est pas complètement non plus mature. Il faut sans arrêt revenir. C'est-à-dire que même si on a un cerveau bien développé, qui s'est développé dans d'excellentes conditions, qui n'a pas eu de maltraitance, parce qu'aujourd'hui on sait, notamment avec les travaux de Damasio, que le cortex orbitofrontal du raisonnement peut s'abîmer par des émotions stressantes et par de la maltraitance qui va venir stresser l'amygdale, et l'amygdale va inhiber le développement et le développement physique, physiologique du cortex orbitofrontal. Plus un enfant est exposé au stress, plus un enfant est exposé aux humiliations, aux vexations, moins son cortex orbitofrontal se développe. D'où l'importance de la bientraitance éducative de nos jours. On sait que dans les classes, souvent on crie sur un enfant pour le faire avancer, on ne fait qu'être contre-productif, puisqu'on inhibe le développement de son cortex orbitofrontal. Plus il y aura une ambiance délétère dans une classe, plus le cortex orbitofrontal aura du mal à se développer. Des études ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à une perte de 15% du développement du cortex orbitofrontal par une exposition intensive à du stress dans la petite enfance.
Alors si, le cerveau est plastique, le cerveau est plastique toute sa vie, mais le mal est fait. Donc on pourra rattraper, bien évidemment, mais ce sera plus long. C'est comme une langue étrangère, tu l'apprends petit, ça marche un petit peu mieux, parce que le cerveau est très très plastique jusqu'à 25 ans, et après 25 ans, il est toujours plastique dans le sens où les neurones s'activent, se désactivent, meurent, se connectent très vite, et font des connexions et des ramifications très rapidement, alors qu'après 25 ans, ces ramifications sont plus lentes. C'est pour ça que c'est plus difficile d'apprendre de nouvelles choses après 25 ans. Enfin, c'est très vulgarisé ce que je vous dis, et c'est environ 25 ans, bien évidemment, et bien évidemment qu'on peut apprendre tout au long de sa vie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est important de se dire qu'on est dans des normes et des règles, des hypothèses faites. Oui. À une époque, ici, je ne sais pas si ça se fait toujours, on utilisait les amygdales de nos enfants. Alors oui, ce ne sont pas les mêmes amygdales. C'est celle de la gorge. Oui. Non. Tu as l'amygdale qui est au centre de ton cerveau, ici, et puis tu as les amygdales là. Non, ça va, heureusement, on n'a pas enlevé la moitié du cerveau de nos enfants. Non, c'est vrai qu'il y a souvent, je précise, parce qu'il y a une confusion, on parle souvent des amygdales et on connaît moins l'amygdale de notre, ce petit morceau qui est tout petit dans notre cerveau et qui fait beaucoup, petit mais costaud. Voilà, le système limbique, c'est ce système qui est au centre de notre cerveau, qui est au cœur. Souvent, on donne l'image de la main, c'est-à-dire que ici, tu as ta colonne vertébrale, tu as ton système limbique, et le but du jeu, c'est que ton cortex orbitofrontal là, de ton front soit le plus possible rattaché et connecté avec ton système limbique. Plus les neurones que vous avez vus sur les slides du début, les neurones qui sont ici et les neurones qui sont ici seront en connexion, plus vos choix seront éclairés, plus ce sera possible d'inhiber. C'est-à-dire que l'amygdale donne des infos, les cartes, au cortex. Il n'aime pas perdre, donc il dit va là où tu gagnes, ou il finit par dire tu gagnes trop, j'aime pas la perte, donc choisis l'autre paquet de cartes. Et lui, il donne des infos aussi à l'amygdale. Il peut inhiber des mauvais choix en disant là, tu ne prends pas cette décision parce que tu as peur. C'est ce qui fait qu'on arrive à sauter dans le vide. Vous faites du parachute ou vous faites du saut à l'élastique. Si avec ça qui parlait, vous ne sauteriez jamais. Donc vous laissez la main à celui-là. Et en fait, dans notre cerveau, c'est comme s'il y avait deux pilotes. Il y a un pilote, qui est celui-là, il est souvent le plus fort. Et il y a un copilote. Le but du jeu, c'est que pilote et copilote se tiennent la main. Parce que sinon, l'avion... c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que sans arrêt, ils doivent se parler. Ils doivent dire, ok, allez, la communication doit être bonne. Pour que la communication soit bonne entre les deux, il faut du lien. Et ce lien, c'est les neurones. Donc, plus vous allez développer le lien qui est entre l'amygdale et le cortex préfrontal, plus vous allez faire en sorte que l'être humain, les jeunes, puissent réguler leurs émotions, faire des bons choix, connaître les pièges que peuvent leur tendre leur cerveau. Et savoir que bien souvent, notre décision est liée à un traitement préalable du pilote, du commandant de bord. Et que ce commandant de bord, parfois, il faut lui faire entendre que non. Donc ce lien-là, on ne peut le développer qu'en parlant des émotions, qu'en parlant des sens que ressentent les enfants. Plus vous allez parler, plus vous allez mettre en place le langage. Le langage, il se trouve plutôt dans le cortex. C'est-à-dire que c'est cette partie-là, le langage. Vous êtes dans la partie extérieure. Le langage, les lobes du langage, c'est extérieur. Le système limbique, il est intérieur. Plus vous allez parler, plus vous allez renforcer les connexions. Renforcer les connexions, c'est faire en sorte que la gaine de myéline qui entoure les neurones, vous savez que les neurones, tout à l'heure, je vous expliquais qu'ils communiquent entre eux par des axones. Ces axones, ils sont entourés d'une gaine, de gras, ce qu'on appelle la gaine de myéline. Plus la gaine est grosse, épaisse, plus l'information passe vite. Le chemin électrique est rapide, puisque c'est une gaine isolante. La gaine de myéline, c'est isolant. Donc, l'impulsion électrique, elle saute, un peu comme un chapelet de saucisse. Vous imaginez un chapelet de saucisse. Les saucisses, c'est la gaine. Le petit fil entre les deux, là, la peau. Et l'information électrique, elle passe de peau à peau, d'accord? Elle saute la saucisse. C'est pareil dans le cerveau. La gaine de myéline,
c'est des gros blocs comme ça qui entourent l'axone, et l'information, elle va passer, elle va sauter. Plus la saucisse est grosse, en gros, plus l'information passe vite, d'accord? Donc, vous allez avoir comme ça une gaine de myélite qui va être plus ou moins épaisse. Plus vous systématisez, plus vous automatisez, plus la gaine est épaisse. Puisqu'à chaque fois que l'information, elle passe, ça grossit la gaine de myéline. Donc, un système bien automatisé est un système épais. À l'adolescence, sous l'effet des hormones, la gaine de myéline du système limbique de nos adolescents est bien épaisse. Le cerveau se développe toujours de l'arrière à l'avant et particulièrement à l'intérieur. C'est-à-dire que le système limbique des tout petits est particulièrement bien développé. Le 3-5 ans, c'est la même chose que le 15-17 ans. On retrouve les mêmes caractéristiques parce que c'est d'abord le système limbique qui parle. On est soumis à des émotions fortes, on n'arrive pas à les réguler. Pourtant, à l'adolescence, celui-là, il est un peu plus gros, mais pas encore mature. Donc, c'est le pilote qui a repris la main. Ce qui explique les crises de nos ados, la difficulté à réguler ses émotions. Donc, le but du jeu, c'est pas de dire, allez, raisonne, c'est de calmer d'abord le système limbique en apportant du bien-être, du réconfort, des câlins, de l'explication. Et là, à ce moment-là, le système limbique s'apaise et veut bien refaire du lien avec le cortex. Quand lui est en éruption, il bloque les communications avec celui-là. Donc, plus on dit à un enfant raisonne, plus on lui dit mais c'est rien, mais calme-toi, tu vois bien que ça marche pas. Parce que il y a une coupure avec le cortex préfrontal. Puisque lui prend la main. Et dans les situations extrêmes, il coupe carrément le raisonnement. C'est le cas de la paralysie, le fait d'être complètement prostré. Enfin voilà. Donc, et là, on va tomber dans ce qu'on appelle les réflexes archaïques, fuite, paralysie ou attaque. Où là, on est complètement dans, on raisonne pas et on a complètement bloqué le lien avec le cortex préfrontal et on a une action réflexe qui est absolument pas raisonnée. Et ça arrive quand le système limbique, avec l'amygdale, prend la main. Voilà, alors pour revenir à ce qu'on disait, donc on passe notre temps à stabiliser le réel en fonction de nos a priori, de notre système cognitif, mémoire de travail, attention, raisonnement, et de nos émotions. D'accord ? Donc on a un peu ces 4 piliers qui vont venir déterminer l'information. Alors, on va passer vous voyez, entre l'action et la connaissance, il y a plusieurs stades. On va passer de la connaissance, je sais des choses, à ce que je crois. On va avoir plusieurs connaissances et je crois que je sais que la maladie est dans le sang, donc si j'enlève le sang, je crois que voilà. Donc les connaissances vont amener à des croyances. Mon intention, ça va être de libérer le sang. Je vais passer à l'action, la saignée. Donc entre la connaissance et l'action, on voit qu'on peut se tromper déjà. Je peux avoir de bonnes connaissances, mais une mauvaise croyance. Il y a des corrélations qui ne sont pas bonnes. On l'a vu tout à l'heure. La glace et la polio. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai des connaissances que je vais avoir une bonne croyance. Ensuite, je peux avoir de mauvaises connaissances aussi. C'est-à-dire que les informations qu'on m'a données ne sont pas les bonnes. Je peux avoir des croyances, mais qui ne vont pas générer mon intention. J'ai la connaissance et je crois en effet qu'il est très bon d'arrêter de fumer, mais j'en ai absolument pas l'intention. Je sais qu'il est bon de faire du sport, de pas manger ceci ou cela. Je sais que l'humanité est en danger parce qu'on mange trop de viande et qu'il faut arrêter de manger de la viande et que je vais essayer d'arrêter de manger de la viande ou d'en manger moins, etc. Et je passe jamais à l'action. Donc en fait, entre chaque étape, il peut se passer plein de choses. Et à chaque fois, en fait, ce qui va venir impacter, c'est soit nos émotions, ça me fait pas plaisir, le plaisir de fumer est plus fort, soit des biais, c'est-à-dire que oui, mais les autres vont le faire et pas moi, et c'est pas moi tout seul qui vais pouvoir changer les choses, donc c'est pas parce que je trie mes poubelles que je vais sauver le monde.
les autres le feront. Enfin voilà. Et à chaque fois, en fait, il y a des biais de raisonnement qui vont venir impacter tout ce schéma entre la connaissance et l'action. Et c'est ça qu'il faut en fait développer chez nos élèves, chez les jeunes, c'est tout ce cheminement qui existe et tout ce qui peut se passer à chaque étape entre ce que je sais et ce que je fais. Alors un autre effet, c'est que en plus, c'est un autre biais, plus on est expert et plus on va être nuancé dans nos connaissances. On va avoir ce sentiment de confiance dans un domaine qui va monter très très vite. Et quelqu'un qui commence un peu à lire sur un sujet va avoir le sentiment d'être en possession de plein d'informations et va véhiculer beaucoup de savoirs qui sont erronés. C'est les fameux neuromythes, par exemple, si on met ça sur l'effet des sciences cognitives. Les neuromythes, il y a toujours une part de vrai dedans, mais il y a beaucoup de faux. Utilise-t-on 10% de son cerveau? On sait aujourd'hui que non. Pourtant, il y a une pub qui passe, la pub Champion en ce moment à la télé, qui nous remontre qu'on utilise 10% de son cerveau. Non, on utilise 100% de son cerveau, on est toujours, alors on utilise à des moments, il y a certaines zones qui sont plus actives que d'autres, mais on est tout le temps, on est à 100% et notre cerveau est complètement optimisé. Seulement, voilà, il y a eu un moment, on a montré par imagerie qu'il y avait des zones qui s'illuminaient plus que d'autres. Donc on s'est dit, il y a des zones, donc on n'est pas à fond. Parce qu'on pourrait en éclairer plusieurs. Enfin, il y a des zones qui pourraient être éclairées à d'autres moments en même temps, etc. Sauf que ce ne serait pas possible, puisque vous avez vu que votre réseau est quand même plutôt bien ficelé. Le réseau de nos neurones est actif pour inhiber. Et heureusement qu'on inhibe, parce que sinon on ne ferait jamais de choix. Donc, plus on est érudit, plus on aurait confiance et plus on irait répandre la bonne information. Et on s'est aperçu que plus on avançait, plus on avait creusé un sujet, plus on avait creusé nos études, plus on avait avancé dans nos années, plus on était humble. Et qu'après, voilà, il y avait une sorte de stabilité qui se faisait. Et regardez, dans l'information aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, on est dans la rapidité. L'info, elle passe, et donc on croit tout savoir. On est là dans les réseaux sociaux. Il y a un excès de confiance énorme. Ah, un tel, elle a dit ça aujourd'hui, hop, je balance l'information. Le harcèlement, c'est ça. Et ça commence là aussi. Cet excès de confiance qui est renforcé en plus dans les réseaux sociaux quand on est caché derrière son écran par un sentiment d'impunité. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le lobe social, cette partie sociale qui est particulièrement développée chez les adolescents et qui peut amener à réguler aussi la prise de décision. C'est-à-dire qu'on va aller convoquer les ados, on voit que chez les ados, ils vont aller convoquer le lobe un peu ce qu'on appelle les neurones sociaux, les neurones du lien social. Ils ont un énorme besoin de lien social. C'est une zone du cerveau qui est particulièrement bien irriguée à l'adolescence. Et les décisions des ados ne sont pas les mêmes s'ils sont entourés de pairs ou s'ils sont tout seuls. Dans un sens, pour le pire comme pour le meilleur. Ils vont prendre des risques quand ils sont avec les autres, mais ils peuvent aussi faire des choix qui ne sont pas éclairés en l'absence des autres. Choix de balancer quelque chose. Parce qu'il y en a toujours un qui peut autoréguler, qui s'autorégule et qui peut réguler son camarade. Donc, vous voyez, on ne peut pas donner de règles, on ne peut pas dire tu devrais utiliser que les réseaux en compagnie de tes camarades, parce que non, peut-être que ce serait pire en fait. Donc le plus grand danger n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de connaissance. C'est quelque chose qui est important. Alors, si on reprend l'importance de ça, c'est là on a parlé du cerveau, mais maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, l'importance du contexte. Et alors là, j'espère que ça va fonctionner. Donc là, vous vous souvenez du test de la danseuse? Donc là, vous l'avez vu, grâce à des indications, tourner dans un sens.
Et là, vous la voyez tourner dans l'autre sens. Et ouais, je vais vous montrer le... Vous avez les deux maintenant. Et là, vous avez votre cerveau qui fait « Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, donc vous voyez, le contexte a influencé votre façon de voir la danseuse. En fonction d'un élément qui a été posé sur ses membres, vous l'avez vu soit tourner à gauche, soit tourner à droite. Donc l'information, la façon dont elle a été présentée a influencé votre perception. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nudges. Alors les nudges, c'est ce petit coup de pouce qui permet d'inciter à une prise de décision. Ça peut être bien, c'est ce qu'on appelle la manipulation en fait. Ça peut être bien ou ça peut être moins bien. Le nudge a en général une portée plutôt bienveillante. Le nudge, vous savez, c'est cet exemple des urinoirs où on a posé une mouche dans l'urinoir. Les toilettes étaient toujours sales. Le jour où on a posé la mouche, il n'y avait plus de pipi à côté. Parce qu'on a eu envie. C'est cette idée aussi d'aller mettre des notes de musique sur des escaliers où vous avez l'impression de jouer de la musique sur un piano en prenant les escaliers, donc vous n'allez pas prendre l'escalator. Ou alors vous mettez les calories que vous perdez à chaque fois que vous montez une marche. Vous dites ouais, je vais prendre les escaliers. Du coup, vous prenez moins les escalators. Ça pousse, c'est ce coup de pouce qui pousse à une action qui est plutôt bonne pour les autres. Le fait de mettre de la cire sur les pommes, elles sont plus brillantes, donc on va les acheter parce qu'elles sont brillantes. Vous mettez des pommes sans cire et des pommes avec cire, on achète les pommes avec cire. Donc ça, vous voyez, là on joue sur des biais. C'est pas forcément bon en fait, et on joue là sur le fait d'acheter des pommes qui sont brillantes et donc on va pouvoir vendre peut-être plus cher. Donc ça, il y a beaucoup. Le commerce joue énormément sur les biais. Regardez quand on vous balance une odeur de crêpes ou de pain au chocolat dans les supermarchés, vous allez acheter alors que vous n'en avez pas du tout envie ni besoin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle la manipulation mentale en fait, et sur lesquelles alors l'importance de la façon dont est présentée l'information joue beaucoup. Donc je vous donne cet exemple: sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr, avoir une chance sur 3 de sauver 600 personnes. Qu'est-ce que vous diriez, A ou B? Alors oui, on l'a dit, mais là c'est juste pour mettre en exergue le fait que la façon de sauver des personnes. Alors on fait la même chose avec laisser mourir 400 personnes ou 2 chances sur 3 de voir 600 personnes mourir. Donc sur la première, en général, on dit A, 72% des personnes disent A. Et puis dans le C et D, on va dire plutôt D. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. En fonction de la façon dont est présentée l'information, on va faire un choix. Les soldes, voilà, on va vous dire, vous gagnez tant de pourcents. Et c'est la même chose si vous avez dans, je sais pas, les steaks hachés, 5% de gras ou 90% de viande. Voilà, c'est... Donc la façon dont on présente les choses va déterminer. Voilà, donc tous ces biais, je vous invite à aller les regarder. Donc là, c'est la mise en avant du gain, et là, on avait la mise en avant des pertes. Et donc, cette aversion à la perte nous montre qu'on va... donc, on sait aujourd'hui comment on fonctionne, et les gens savent comment présenter l'information pour jouer sur nos fameux biais. Donc la connaissance a du bon, mais après, ça peut se retourner contre nous. Donc les biais de raisonnement, je vous invite à aller voir. Donc il y a plusieurs familles, il y a les biais de raisonnement et de jugement, les biais de jugement sur soi et les autres, les comportements et les jugements sociaux. Alors ça, c'est particulièrement intéressant à aller observer dans un contexte de citoyenneté numérique. Les jugements sur les événements passés, à venir et actuels, et la fameuse biais de prise de décision. Donc, si on prend, je peux vous redonner quelques exemples de biais de décision. L'illusion de savoir, donc on va se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité et ne pas rechercher à recueillir d'autres informations.
Par exemple, dans un milieu scolaire, on va, par exemple, en avançant dans ces années, on est enseignant, et puis plus on avance dans les années, plus on croit qu'on sait, et on va plus faire de fiches de préparation, on va moins préparer sa classe. On est dans l'illusion de savoir. Pourtant, quand on vous met une fiche de préparation et qu'on vous demande de la faire sur la séance que vous aviez prévue, là, on voit qu'il y a un décalage. Il y a plein de choses qui ont été oubliées, qui ne sont plus automatisées. L'erreur fondamentale d'attribution, on en a vu un exemple tout à l'heure, la tendance à surestimer les facteurs personnels pour expliquer le comportement d'autres personnes. Oui, bah lui c'est normal, il est toujours tête en l'air. Voilà, vous allez en fait attribuer les causes en fonction de la personnalité. Le biais d'autocomplaisance qu'on rencontre souvent, c'est la tendance à attribuer le mérite de ses réussites ou de ses échecs à des facteurs extérieurs. C'est pas moi, c'est lui. La tendance qu'ont ses élèves à dire ouais mais c'est le prof. Ou quand on est enseignant, c'est pas moi, c'est les élèves. Ils n'apprennent pas leurs leçons, il n'y a pas de travail. Voilà. Difficulté, toujours plus facile d'aller dire que ce sont les autres. L'effet de halo qui se produit quand on a la perception d'une personne ou d'un groupe de personnes qui va être influencé par l'opinion que l'on a préalablement d'une personne en fonction de sa caractéristique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la bière. Bon voilà, vous avez, il y en a plus de 300 hein, des biais. Je vais pas tous vous les voilà. Donc, mais allez voir. En tout cas, ça vous permettra de mieux comprendre que parfois votre cerveau vous joue des tours, que ce soit dans les sens, l'illusion d'optique ou le raisonnement. Donc le contexte va dépendre de plusieurs facteurs sociaux. Donc le contexte, on a vu, il y a le contexte, il y a soi, mais il y a aussi les facteurs sociaux, le fait qu'on se sente en sécurité ou pas, est-ce que les autres comptent sur moi, est-ce que c'est clair, est-ce que ça a du sens, et l'impact que cela va avoir. Donc toutes les prises de décision sont donc en fonction d'un cerveau, d'une personnalité, de l'inné et de l'acquis, en fonction du contexte et en fonction des facteurs sociaux. Alors, la question, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on peut améliorer le raisonnement avec ce facteur social? Est-ce que c'est possible d'améliorer, grâce au groupe, le raisonnement? Alors, on a refait le test des cartes que vous aviez fait au début, de l'intervention, et on a essayé de voir ce qui se passait au niveau des bonnes réponses, si on était seul ou si on était en groupe. Et alors, il se trouve que quand on est seul, il y a moins de bonnes réponses que quand on est en groupe. C'est-à-dire que le facteur social a une forte influence sur la prise de décision. Je disais tout à l'heure avec les réseaux sociaux. Donc oui, on peut améliorer le raisonnement, le facteur social a un impact. La langue, l'utilisation de notre langue a également un impact. C'est-à-dire que si vous raisonnez dans une langue ou dans une autre, vous n'allez pas avoir la même répercussion dans la réponse. Quand on raisonne en langue étrangère, on a plus souvent la capacité à inhiber les pièges. Le problème de l'âge, si je vous le donne à raisonner dans une autre langue, vous allez moins faire l'erreur. Parce qu'il y aura le doute, puisque comme vous allez traiter l'information avec plus de recul et qu'il y aura une attention prolongée sur la consigne de par la langue, vous allez avoir ce fameux doute qui vient arrêter. Vous vous souvenez, système 1 et système 2 qui partent en même temps, le doute va être généré grâce à une attention prolongée par l'étude de la langue. Donc, raisonner en langue étrangère peut amener plus de facilité. Je vous dis ça parce que la question se pose en ce moment sur les évaluations nationales. Est-ce que dans un contexte plurilingue comme celui de la Polynésie, il faut faire passer les évaluations nationales dans une autre langue? La question reste ouverte.
ça peut marcher à certains moments, moins à d'autres moments. C'est-à-dire que peut-être qu'en lexique, ça marche moins bien, en mathématiques, peut-être que ça marche. Donc la question peut-être de faire passer les tests dans une autre langue en mathématiques et dans la langue maternelle en français, en langue première. Voilà. Soit français, soit tahitien pour certains. Voilà. Donc ça reste une question. On va pas répondre aujourd'hui, je vous apporterai surtout pas la réponse. Donc on a parlé donc de la langue, on a parlé du rôle social et de l'environnement encore avec ces fameux nudges. Donc là je vous ai mis quelques exemples de nudges où on va aller jouer sur ces fameux biais de raisonnement pour impliquer un comportement. Donc là vous avez à Chicago, on a mis en place des lignes sur une route qui était extrêmement dangereuse. Les gens allaient toujours trop vite et donc on a mis des barres peintes sur le sol qui donnent dans le tournant une illusion de vitesse puisque les barres se rapprochent. Du coup, les gens ralentissent. Pourtant, il y a rien qui empêche. Mais on joue sur le biais, un biais. Donc ici, vous avez l'exemple de Messi ou Ronaldo, je sais plus, qui va gagner la Coupe du Monde et ce sont les mégots qu'il faut mettre. Donc, il faut faire gagner. Et donc, les gens, pour faire gagner leur joueur préféré, vont aller même ramasser les mégots autour. Donc, on a beau dire ramasser, ne jetez pas vos mégots, ça marche pas. Mais quand il s'agit d'aller faire gagner un joueur de foot, là, les gens vont aller les chercher dans la rue, les mégots. Le fait de mettre ce que provoque la cigarette sur les paquets de cigarettes peut inciter à faire le choix et de passer de cette fameuse intention à l'action qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, je vous parlais des notes de musique sur les escaliers. Ça peut être aussi, là, vous n'utilisez pas trop de papier plutôt que de dire attention à votre consommation. On va mettre l'Afrique qui devient moins verte, déforestation de l'Afrique parce qu'on utilise du papier. Ça marche beaucoup mieux parce qu'en gros, on joue sur le rôle de la culpabilité, l'émotion, biais de raisonnement grâce à l'émotion. Là, vous avez la même chose, ne pas consommer trop d'eau parce que l'eau est chère dans le monde. C'est quelque chose de... Voilà. Donc ça, c'est ces fameux biais attentionnels. On va changer le contexte pour changer le comportement. Par exemple, dans l'exemple de Chicago, on est descendu à 36% d'accidents en moins sur une année. C'est énorme. Voilà, donc on va attirer l'attention, on va faire jouer, on va donner des illusions d'optique, on va incarner un impact. Donc tout ça, on joue sur les biais de raisonnement de notre cerveau. Alors, l'enjeu de tout ce que je viens de vous dire, évidemment, dans un contexte de citoyenneté numérique, ça va être le traitement des fake news. Donc là, vous avez déjà quelques clés qu'on a évoquées tout au long de l'intervention. Éduquer aux médias, d'avoir ce fact-checking qui consiste à se dire qui, quoi, quand, comment, où, de qui, etc., où on va aller chercher. Éduquer aux médias, on en a parlé tout à l'heure en jouant sur le doute, l'empathie, le choix, l'incidence des émotions. On peut se dire aussi qu'il y a cette idée de vaccin, alors pas le vaccin tel qu'on l'entend d'un point de vue médical, mais qui repose sur le concept d'inoculation pour conférer un effet de résistance à la persuasion en exposant préventivement une version affaiblie d'un argument trompeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous allez mettre en face des corrélations erronées, polio, glace, plus ça va être, vous allez développer cet esprit de doute, cet esprit critique. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais, montrons sans arrêt à nos élèves des fake news et apprenons à les décrypter avec eux. Plus on le fera, plus ils seront critiques face à l'information. Et puis de prendre son temps, voilà, ça c'est quelque chose qui est difficile dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, mais vous avez bien vu le biais d'attention tout à l'heure, on est sans arrêt, plus l'effet de confiance, de surconfiance, ça fait un combo perdant. Donc vous avez des jeux qui sont développés, alors c'est marrant, c'est un jeu qui n'est pas développé en France, mais que je vous invite à aller voir, où on met en fait les enfants face à plusieurs fake news et il faut cumuler des badges de tromperie et il est accessible vraiment en
en libre accès. Il est très intéressant, donc je vous ai mis le lien en dessous. Donc il faut le faire forcément dans une autre langue. Il existe même en espéranto. Enfin, bon, alors j'ai regardé, il n'existe pas en tahitien, mais il existe en anglais. Enfin, voilà, donc vous pouvez le faire avec votre entourage, c'est intéressant. Donc on a remarqué que le système 2 se mettait un peu plus en route, en tout cas, quand on avait joué à ce jeu. Donc voilà, notre raisonnement est biaisé, mais c'est sur une performance de notre cerveau, les automatismes. Il faut garder ça quand même comme une idée de force. Les automatismes nous sauvent la vie la plupart du temps, nous permettent de soulager notre mémoire de travail et nous permettent de prendre des décisions qui le plus souvent fonctionnent. En revanche, ces biais peuvent être manipulés pour le pire ou le meilleur, et on peut éduquer à ces biais par une éducation au traitement de l'information, ce qui est primordial dans une optique de citoyenneté numérique. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est cette phrase-là d'Albert Boukébert qui m'a beaucoup inspirée pour faire cette intervention. Notre perception est partiale, notre attention est limitée, notre mémoire est infidèle et pourtant nous avons tous une perception du monde cohérente. Je vous laisse méditer sur cette question. Vous avez sûrement raison, mais vous avez surtout tort. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc je vous invite à aller regarder ces ouvrages qui ont inspiré cette intervention et à aller regarder un petit peu plus près les biais cognitifs. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis maintenant on peut discuter si vous avez des questions. Non, c'est-à-dire que Piaget t'aurait dit oui, la logique c'est à partir d'un certain âge. Aujourd'hui, on sait qu'on a tous des stratégies. Le test de Piaget que vous connaissez peut-être avec les jetons. Vous mettez 2 rangées de jetons. Vous avez des jetons, il y en a 10 des deux côtés. 10 jetons. Vous allez mettre les 10 jetons en ligne. Il y a une ligne que vous allez écarter un peu plus. Vous demandez aux élèves où est-ce qu'il y en a le plus. Ils vont vous dire, il y en a le plus là où c'est le plus écarté. Parce qu'en effet, espace, nombre, c'est un automatisme, c'est une régularité du monde sur lequel on s'appuie. En revanche, en dessous, il y en a le même nombre, donc c'est illogique. Mais si vous faites ce même test avec des bonbons, c'est marrant, ça marche plus. L'enfant sait très bien, oui, il y en a. Il sait, il dit non, c'est pareil. Donc vous voyez, en fait, on est sans arrêt et ce sont les travaux d'Houdet, on met en place des stratégies. Et les stratégies, système 1 et système 2, ils sont tout le temps en place dès la naissance. On est capable de faire des raisonnements. Si vous mettez un bébé devant 2 boîtes, une boîte transparente, une boîte transparente, vous mettez des balles rouges et blanches, d'accord? Vous imaginez une grosse boîte transparente où il y a des balles rouges et des boules blanches. Il y a plus de rouge que de blanche, d'accord? Ça se voit clairement, on voit plus de rouge que de blanc dans la boîte. On va faire un tirage au sort un peu comme au loto, et vous faites sortir une boule. Si la boule rouge sort, le bébé n'est pas étonné. Si une boule blanche sort, il est étonné. Succion, pupille qui se dilate, etc. On sait qu'il est étonné. Donc, on sait que le bébé fait des hypothèses. Donc ça, déjà, c'est en place. Donc, il n'y a pas d'âge pour éduquer au traitement de l'information. Et faire montrer ces illusions, même petits, ils y sont très sensibles. Et plus on le fait tôt, mieux c'est. Parce qu'on développe l'esprit critique. Donc, le sens, tu vois, de la stat, on l'a. Le sens du nombre, on l'a. Vous mettez dans une boîte 2 Mickey. Un Mickey, vous mettez une boîte vide. Vous montrez au bébé que la boîte est vide. Vous mettez un bébé, un Mickey dedans. Vous lui montrez qu'il y a un Mickey, ok. Vous mettez un Mickey, un deuxième Mickey. Vous lui montrez la boîte, 2 Mickey, ok. Vous mettez un Mickey, 2 Mickey. Vous lui montrez la boîte. Cette fois-ci, il n'y a plus 2 Mickey, mais 3 Mickey. Par magie, on en a mis un par en dessous, etc. Il est étonné. 1 plus 1, ça fait pas 3. Donc, le sens du nombre, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les proto-compétences. Et ces proto-compétences, elles vont être exercées en fonction de tout ce qu'on a vu là, des biais, du raisonnement, de l'environnement, du contexte de sa personnalité et de son expérience au fameux piège. Plus on est exposé à des pièges, plus tu développes l'esprit critique. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'étape. Piaget pensait aux étapes. En fait, non, nous, on a des stratégies qui sont plus ou moins inhibées selon tout ça, mais aussi selon l'âge en lien avec les émotions. Tout à l'heure, sur l'image du cerveau,
Tu te souviens, système limbique, cortex orbitofrontal, évidemment, le cerveau se développe, donc ton cortex orbitofrontal va plus ou moins réguler, selon ton âge, l'amygdale, donc l'émotion. Et ton cortex orbitofrontal peut raisonner de mieux en mieux en fonction de l'âge, c'est sûr, mais les protocompétences sont déjà là pour le faire raisonner. Donc, c'est juste que ce sera moins impactant. Voilà. Mais c'est possible. C'est ce qu'a montré les travaux du système 1, système 2, contrairement aux travaux de Piaget. Donc ouais, tu peux y aller à tout âge. D'autres questions? D'autres souhaits de... Non? Ben écoutez, merci à tous et bonne continuation.